Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Dreamforce to You, un rendez-vous qui permet à tous ceux qui ont suivi une partie de Dreamforce 2021 de se rattraper en quelque sorte et de savoir ce qui est sorti et d'en savoir un peu plus sur les différentes annonces de cet événement clé de l'écosystème de Salesforce. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi 3 invités. Donc Tituyen Nguyen, Senior Manager CRM. Bonjour. Natacha Malouf, Senior Manager. Bonjour Natacha. Bonjour. Fabrice Schwertz, Salesforce Chief Commercial Officer. Fabrice, bonjour. Bonjour Thomas. Et je le précise, vous êtes tous les 3 chez EI Technologies. Je le disais, on va essayer de... Vous allez essayer, parce que moi je vais surtout vous écouter et poser des questions, de détricoter pour tous ceux qui nous écoutent les différentes annonces de Salesforce et surtout de Dreamforce 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Fabrice, un mot sur EI Technologies, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, EI Technologies, c'est un intégrateur Salesforce. Un intégrateur, c'est quelqu'un qui, quelque part, traduit une intention client en paramétrage sur la base du champ des possibles Salesforce et en projet de mise en œuvre. Donc nous sommes intégrateurs Salesforce depuis longue date, puisqu'en fait nous étions les premiers intégrateurs avec un ancien intégrateur qui depuis a été racheté par Salesforce. Nous étions les premiers intégrateurs en 2006 à travailler sur cette solution. Et on a grandi avec l'éditeur, c'est-à-dire qu'en fait l'éditeur qui à l'époque commercialisait une offre qui s'appelait Sales Cloud, puis Service Cloud, etc., a avancé. À chaque fois qu'un nouveau produit était lancé, en fait, nous, on mettait en place une skill chez nous, ça s'appelle une équipe compétente sur le sujet, et qui devait connaître ce cloud et être capable de l'intégrer dans des logiques de projet progressifs, multi-cloud, on en reviendra tout à l'heure. Et donc, nous sommes un acteur majeur du périmètre français. On est également, depuis 2009, le centre de formation officiel pour Salesforce en France. Donc on a formé nos collaborateurs, mais tout l'écosystème des clients, en passant par les concurrents et les clients de nos concurrents. Voilà, une position assez centrale sur le sujet. Bon. Fabrice, pour ceux qui ne connaissent pas Dreamforce, de quoi s'agit-il? Alors je disais que c'est l'événement de l'écosystème. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, justement? Alors, Dreamforce, c'est la grande messe de Salesforce annuelle. C'est le moment où finalement Salesforce va annoncer ses lancements de produits, va pousser la vision qui est celle de l'éditeur, non pas à court terme mais plutôt à long terme, il y a une vision réactualisée tous les ans. C'est un moment où, en général, se passe physiquement à San Francisco. On parle de 170 000 participants. On imagine la ville avec des badges bleus partout. C'est assez impressionnant à vivre. San Francisco devient vraiment la ville de Salesforce. C'est un moment incroyable. Et on y trouve en fait une richesse très importante parce qu'effectivement, il y a les lancements de produits. Il y a donc la fameuse keynote de Marc Benioff qu'on va commenter peut-être tout à l'heure. Il y a l'ensemble des keynotes par produit, mais il y a aussi et surtout des parcours pour les clients, donc des parcours métiers, des parcours techniques. Il y a des sessions d'inspiration. Moi, ce que j'adore à cette occasion, c'est tout ce qui tourne autour de la prospective, avec des analyses de type Gartner ou Forrester, et en même temps des approches très prospectives, où un chief officer de Salesforce qui s'appelle Peter Schwartz, qui est parti depuis, mais qui donnait une vision à 4-10 ans de ce que pouvait devenir le monde, ses usages, la déclinaison d'entreprise et comment Salesforce pouvait se préparer pour y répondre. Et c'est lui d'ailleurs, il y a quelques années, qui parlait de l'avènement de la data et de comment on pouvait tirer profit de la data pour le business en général. Et l'avantage aussi par rapport à Dreamforce, c'est qu'il y a 3 ans à 4 ans d'avance sur les usages, la transformation des usages aux États-Unis par rapport à la France. Et donc on vient, nous, y chercher, en tant que client et intégrateur Salesforce, un coup d'avance pour être capable de bien conseiller nos clients et de les accompagner encore de manière plus proactive sur leur évolution, la transformation de leur système d'information. Que peut-on retenir de cette édition? Il y a, comme d'habitude, effectivement, une prise de parole de Marc Benioff. Il prend le temps vraiment de détailler ce qui pour lui est important. Il y a cette partie-là, il y a des autres annonces produits, on va essayer de revenir. Qu'est-ce que pour vous il faut retenir et qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce qui était le plus important dans cet événement? Alors c'est toujours difficile de décrypter parce qu'en fait ça n'engage que moi. En tout cas si je fais un décryptage, je pense qu'il y a une vision qui est en hauteur et une vision plus trop pragmatique, factuelle sur ce qui a été annoncé. Si on prend la vision en hauteur, ce qu'on peut constater, c'est que Marc Benioff et Salesforce ont poussé sans
avec un rythme effréné pendant 17 ans, une démarche d'innovation, une plateforme, avec les premiers clouds qui sont apparus et qui ont fait office quelque part de voiture bélier pour être capable de conquérir le monde. Donc conquérir les pays et par pays, les entreprises par entreprise. Et ça s'est fait sur des produits ultra innovants et une façon de voir la relation client. Et ils appellent ça le land and expand. C'est-à-dire que aujourd'hui se trouve à mi-chemin pour moi, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Les conquêtes sont à peu près globales. Toutes les sociétés ont plus ou moins Salesforce. Et l'objectif, c'est de passer d'une logique financière de 26 milliards d'euros cette année, en fin d'année, à 50 milliards. En 2026. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, ils vont doubler la taille. Et donc, ça va se faire comment? Ça va se faire en capitalisant sur les positions qui ont été prises, mais en faisant en sorte que la richesse de la plateforme, basée sur un certain nombre de clouds qui sont articulés, sans couture, puisse répondre aux enjeux, pas que d'un département commercial, mais aussi d'un département marketing, des départements des ressources humaines, l'entreprise au sens large. Et ça va encore plus loin, c'est qu'on parle de SI sans frontières, c'est l'entreprise avec son écosystème. Et c'est ça la puissance de la plateforme. Et donc si on analyse et si on décrypte un petit peu l'intention de Marc Benioff, c'est que dans le fond, après 2 années, 2018-2019, qui étaient un peu flottantes, où on était un peu frustré en termes d'innovation, en 2019, il remet l'accélérateur pour acquérir les éléments qui manquaient à son équation, à sa plateforme de manière exhaustive. Il manquait des choses. Il manquait notamment la couche d'interaction, Slack, on y reviendra. Il manquait la glue qui avait été acquise récemment avec Mulsoft, mais qui est nécessaire pour faire circuler l'information au niveau du système d'information. Il manquait un peu plus de traitement de la donnée, en particulier sur le B2C, où la notion de data était encore considérée comme un trou dans la raquette de l'offre Salesforce. Et donc tout ça, ça a été acquis et solidifié, annoncé en 2020. Et en 2021, on peut parler d'année de consolidation. C'est-à-dire que c'est l'année où il n'y a pas eu tant d'annonces que ça. Il y a plutôt une consolidation de la plateforme, une mise en cohérence et un enrichissement progressif de cette plateforme pour faire en sorte qu'elle fasse l'écart que j'évoquais tout à l'heure entre les 26 milliards et les 50 milliards de dollars, et permettre finalement d'adresser d'autres sujets dans l'entreprise. Donc maintenant, si on redescend un peu, très concrètement, on parle de consolidation effectivement sur les offres, on voit du Slack partout. On a vu du Tableau Software partout, on a vu du Mulsoft qui est la glue sur le plan applicatif, on parlera aussi du RPA, le RPA qui permet de compléter l'équation de l'API Management, parce que l'API Management c'est bien mais ça fait pas tout, et donc le RPA doit pouvoir automatiser un certain nombre de processus. Ça c'était un vrai manque qu'il y avait, l'automatisation, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas les années précédentes. Non, il n'y avait pas d'année précédente, puis il y avait une faiblesse quelque part de l'offre Flow et Process Builder de Salesforce, donc le RPA vient combler cette lacune en offrant un dispositif complémentaire, et notamment par l'acquisition de Service Trace récemment, et qui va s'articuler autour de Mulsoft pour le traitement, l'extraction des données et les documents. Les acquisitions ne sont pas prêtes de s'arrêter chez Salesforce. Fabrice, vous avez parlé de Slack, vous avez effectivement précisé qu'il y avait... Slack, effectivement, a été intégré, j'ai presque envie de dire, a été saupoudré quasiment dans d'autres applications. Qu'est-ce que ça va changer, Slack, justement, dans l'ensemble des produits proposés par Salesforce? Alors Slack, c'est vraiment un produit qui est incroyable par sa capacité à être adopté, parce que la force de Slack, c'est vraiment ça. En fait, l'intégration de Slack, elle est née peut-être d'un échec commercial de Salesforce sur son produit historique qui s'appelle Chatter, et qui était quelque part issu de l'évolution des usages en entreprise, où il fallait qu'on décloisonne les départements entre eux, il fallait que les gens discutent entre eux. Et faire tomber les silos, comme voilà, on dit. On a parlé beaucoup à l'époque de réseaux sociaux d'entreprise, et donc Slack est allé bousculer, parce qu'en fait Slack va beaucoup plus loin, et donc dépoussière cette approche qui date de 11 ans déjà, de Marc Benioff sur Chatter. Slack, en gros, c'est le rond-point, c'est le hub qui va permettre en fait d'intégrer des échanges instantanés
entre personnes, contrairement à Chatter qui était surtout de la synchrone. Ça permet d'agréger des informations issues d'applications. Donc on va avoir des données dans Slack qu'il n'y avait pas avant. On va pouvoir aujourd'hui, et c'est une des nouveautés de Slack, c'est Slack Clips, de mettre de la vidéo et puis de pouvoir annoter et quelque part discuter et challenger un certain nombre de sujets directement depuis son Slack. Et donc Slack finalement offre la convergence d'un ensemble d'interactions, qu'elles soient humaines ou machines ou applicatives, pas que dans l'entreprise, mais en plus, elle s'ouvre sur l'extérieur. Vous avez Slack Connect qui permet notamment de discuter avec ses partenaires, ses fournisseurs et ses clients. Et donc tout ça dans l'intérêt, effectivement, de mieux servir le client, de fluidifier les process. Et donc là-dessus, c'est une vraie réussite. Et pour y arriver, parce que les clouds avaient tous Chatter, Salesforce met du Slack partout pour faire en sorte que ça circule. C'est comme ça que je pourrais interpréter cette omniprésence de Slack. Est-ce que vous avez une idée sur la manière dont Salesforce va s'y prendre pour essayer d'en généraliser l'usage? Parce que Slack, effectivement, c'est un produit qui était déjà utilisé largement à l'extérieur, hors de l'univers Salesforce. Comment est-ce que, justement, Salesforce, je dirais, pourrait s'y prendre? Je ne vais pas dire va s'y prendre, mais comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre pour faire en sorte que cet outil soit vraiment adopté par les utilisateurs de Salesforce? Et surtout que ça devienne, comme vous le disiez, un vrai outil supplémentaire pour tous ceux qui utilisent Salesforce aujourd'hui et qui ont besoin effectivement d'une solution pour optimiser la conversation, non pas uniquement au sein d'entreprise, mais avec probablement des partenaires. Alors, j'ai pas la réponse. Je pense que Natcha sera peut-être plus à même de répondre à ce point-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que une partie de la réponse à la question, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Slack, dans le fond, c'est tellement simple, c'est tellement naturel qu'il n'y a pas forcément de formation à Slack. Ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'on est tous équipés à titre perso d'un ensemble d'outils, de Instagram en passant par Facebook, en passant. Et dans le fond, ça rentre dans la culture qu'on a l'habitude d'opérer chez soi. Et donc, c'est une vraie facilité. Maintenant, la question c'est stratégiquement comment Salesforce a fait en sorte de remplacer Chatter par Slack et comment toute la mayonnaise va se prendre sur le plan d'une part de la commercialisation et peut-être de la présentation ou de l'activation fonctionnelle, je ne saurais pas le dire. Mais à mon avis, ça va se faire assez rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, on va désactiver Chatter et on va mettre Slack en tant qu'élément standard d'intégration des flux humains et données. Il y a également une annonce plutôt architecture concernant Hyperforce. Pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et surtout nous indiquer quel en sera l'impact? Alors, Salesforce, historiquement, ne commercialise pas ses data centers. C'est-à-dire qu'en fait, toute la couche IaaS de Salesforce, elle n'est pas commercialisée, au même titre que peuvent le faire Amazon, Alibaba, etc. Et donc, par rapport à ça, on s'est rendu compte, et Salesforce premier s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de freins, des freins par rapport à la réglementation, ce qu'on appelle la data residency, c'est la localisation des données par rapport à certains contrats dans le secteur privé ou le secteur public surtout. Et donc, les exigences de ces contrats faisaient que Salesforce n'arrivait pas à répondre aux enjeux. Et donc, l'objectif, ça a été d'adresser d'abord ce sujet. C'est-à-dire de faire en sorte que Salesforce se rapproche des pays ou se rapproche des clients. Et donc pour ça, a fait en sorte on appelle ça techniquement du découplage. Ils ont réussi à découpler le hosting en fait de la partie plateforme ou plateforme as a service, si on lui donne le nom qui correspond à la chose, de manière à ce que ça soit transportable et que ça puisse se positionner sur des clouds publics. Donc ça, c'est l'objectif. Au passage, Salesforce a fait une opération qui me semble très intéressante, c'est qu'ils ont travaillé sur le refactoring en fait de la mutualisation, des différentes plateformes. Pourquoi? Parce que Salesforce avait acquis historiquement, construit historiquement ses produits phares, Sales Service, sur sa plateforme. En 2014, ils achètent ExactTarget basé sur une autre plateforme. Ensuite, il y a eu Demonware sur le commerce B2C, qui est encore sur une autre plateforme. Et donc, la difficulté, c'est de faire des passerelles entre ces... Et le sans couture. Donc, le seul moyen, c'était de mutualiser tout ce qui était toutes les couches, en fait, qui sont en dessous. Et donc, il y a tout un travail qui s'appelle Unified Cloud Infrastructure, je crois, qui a permis de rendre un peu plus monolithique cette plateforme et transportable. Donc ça, c'est la promesse qu'on peut faire. Donc pour l'annonce, en fait, parce que je reviens là-dessus. Oui, pardon. Force, oui. L'annonce a été faite l'année dernière au Dreamforce 2020. La France n'était pas adressée et la France va faire partie des 5 pays qui seront adressés. Donc en 2 en Europe, l'Allemagne et la France, pour le 31 décembre. Enfin, théoriquement.
en théorie. C'est ça. Natacha, il y a eu d'autres annonces autour du Marketing Cloud et Commerce Cloud. Est-ce que vous pouvez les détailler pour nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors pour commencer d'abord par rapport à Marketing Cloud, donc c'est le nouveau nom du produit ExactTarget qui a été racheté par Salesforce pour faire le lien avec ce que disait Fabrice. Et j'entrerai en matière sur les sujets Marketing Cloud en parlant ou en utilisant l'expression Slack First Marketing qui a été utilisée à plusieurs reprises dans Dreamforce pour répondre à votre question de tout à l'heure qui est que la manière dont Salesforce va arriver à intégrer et à faire en sorte que Slack soit adopté par les utilisateurs de Salesforce, eh bien, ça sera de faire en sorte que nous pouvons appeler les différentes fonctionnalités des différents clouds de Salesforce sans jamais devoir quitter Slack quelque part. Et c'est ce qu'ils essayent de nous communiquer. D'ailleurs, ils ne parlent plus jamais de chatter dans les vidéos ou dans les articles que nous lisons dans les vidéos. Chatter a déjà été enterré quasiment, voilà. En fait. Exactement. Après, pour revenir sur le point d'un SI sans frontières et de casser ou de briser les silos entre les différents départements, les différentes entités au sein d'une entreprise, c'est là où on va parler de la CDP, Customer Data Platform, qui est l'une des, je peux pas dire c'est l'une des nouveautés de marketing parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, mais aujourd'hui on en parle beaucoup plus et il y a des fonctionnalités qui arrivent qui sont très intéressantes, qui nous permettent d'unifier les données et l'usage des données qui peuvent provenir de sources différentes, qu'elles soient des sources de cloud dans Salesforce ou des sources externes à Salesforce. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que nous puissions connaître notre client le mieux possible pour pouvoir lui proposer les meilleurs services, les meilleurs produits. Donc on peut avec la CDP construire des segments de données, de clients sur la base de données clients que nous avons récupérées d'un peu partout, de son activité d'achat sur e-commerce, de son activité de consultation de site web, de comment il a répondu ou pas à un mail, etc. Et de lui pousser la bonne offre au bon moment. Ensuite, nous avons la possibilité avec la CDP, avec la connexion avec Datorama, d'analyser cette donnée, soit en calculant ce qu'on appelle des insights, calculated insights, dans la CDP, et en exposant ces insights à Datorama pour faire en sorte que Datorama, qui est un outil de reporting et de mise à disposition de dashboard, de tableau de bord, de visualiser ces données de manière à ce que nous puissions les analyser, donc analyser le comportement du client et donc en déduire les actions marketing, les campagnes marketing, le ciblage qui va bien pour faire appel et pour proposer ce qu'il faut proposer à ce client. Donc juste un instant, Natacha, en fait, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. Donc on n'est plus uniquement là pour les forces de vente, on est vraiment dans des produits qui vont aider les équipes marketing à devenir vraiment plus efficaces. Exactement, et pas que les équipes marketing, parce qu'en fait, et on va y revenir vers la fin, on reviendra sur la partie commerciale pour valoriser le rôle du commercial, pour ne plus qu'il soit la simple personne qui va faire un devis. Faire un devis. Exactement, mais de valoriser son rôle de conseil. Donc retirer, c'est un message qui est répété souvent, retirer les tâches non nécessaires que le commercial peut ne pas faire, qu'on peut automatiser, qu'on peut donner à un système informatique et faire en sorte que le commercial focalise ses efforts sur des tâches beaucoup plus intéressantes. Et ça s'applique de la même manière pour le marketeur, pour revenir à notre sujet. Donc, on lui donne les outils qui lui permettent d'analyser les données de manière très simple avec Datorama. Même sur Datorama, je peux parler de Datorama Reports Advanced. Donc l'année dernière, on a vu l'arrivée de rapports Datorama qui ont été intégrés automatiquement dans Marketing Cloud et qu'on pouvait visualiser dans Marketing Cloud. Et aujourd'hui, on a des fonctionnalités plus avancées sur les rapports et sur les tableaux de bord. Donc, on a la possibilité de personnaliser l'affichage de ces tableaux de bord de manière à ce que nous puissions répondre à un besoin bien particulier à notre entreprise. Nous pouvons, dans des cas très poussés, des besoins très poussés de ciblage ou de filtrage de données, faire appel à des requêtes SQL. Grâce à avec des compétences de développeurs qui peuvent écrire du code, des requêtes SQL au sein de Datorama pour faire des ciblages beaucoup plus poussés, ce qui est très intéressant. Et nous avons la possibilité d'associer Datorama non seulement à la CDP,
mais aussi à d'autres outils comme Interaction Studio. Donc Interaction Studio étant un autre studio de l'univers Marketing Cloud qui permet de capter le comportement d'un client sur une page web. Il navigue sur un bouton, il hésite à cliquer ou pas, donc on capte ce comportement et on lui pousse l'information qui va bien au bon moment. Avec Datorama, on peut capter cette donnée du client, de son interaction avec notre page web et l'exploiter pour faire en sorte que, je retourne à CDP, grâce à d'autres données que nous avons à propos de ce client, nous puissions l'inciter à une action, le pousser, lui donner ce dernier petit boost, de faire le clic, de procéder à l'achat, de procéder à l'ouverture du mail, etc., etc. Le tout, Natacha, vraiment en temps réel. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on a un client qui va commencer à aller sur une page, cliquer, hésiter, ainsi de suite, on peut l'inciter, grâce à ces outils-là, peut-être à sélectionner un produit ou peut-être appeler un conseiller. Enfin, on peut vraiment l'inciter à avoir une action particulière. Tout à fait, exactement. Et j'y reviendrai peut-être dans la section B2B commerce pour ne pas relier tous les sujets, pour ne pas perturber les spectateurs. Mais effectivement, nous aurons la possibilité de lui recommander même certains produits en fonction d'un certain comportement. J'y reviendrai tout de suite. Je voudrais juste finir sur la partie marketing avec une des fonctionnalités, l'une des plus intéressantes fonctionnalités qui nous ont été proposées avec Einstein Designer. Donc, en tant que personne qui travaille avec des marketeurs, je ne suis pas marketeur, mais je travaille avec des personnes qui ne font que du marketing et qui savent l'importance de produire le bon contenu et de pousser le bon contenu au bon moment. Eh bien, Einstein Designer est là pour aider les marketeurs à produire des contenus. Donc, il leur propose des contenus pré-créés sur la base d'images ou de textes qu'ils auront proposés et de pousser le bon contenu au bon moment au client pour justement faire en sorte que l'engagement client soit optimisé et soit à son maximum possible. Donc voilà un petit aperçu sur la partie marketing. Et il y a une partie également Commerce Cloud. Exactement. Donc pour passer à la partie Commerce Cloud, je vais faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à pousser le client vers l'action. Sur Commerce Cloud, l'une des nouveautés que nous avons, c'est avec Einstein également ce qu'on appelle Einstein Recommendations, les recommandations d'Einstein. Donc là, quand on parle d'Einstein, on parle bien d'intelligence artificielle. Et l'objectif d'Einstein Recommendations, c'est de faire en sorte que sur une page web pour de l'achat en ligne, on est dans un univers e-commerce, donc on est sur une page web d'achat en ligne, qu'on puisse pousser dans l'affichage de la page web les bons produits en fonction de données que nous avons sur le client. Donc, on a une certaine historique du comportement d'un client sur la page web. On sait quels sont les produits qui peuvent l'attirer ou pas. On sait quels sont les mots-clés que ce client utilise d'habitude. On peut, en utilisant toutes ces données, faire ce qu'on appelle du predictive sorting, donc trier les produits qui lui sont affichés sur la page web en fonction de ses préférences pour justement optimiser la possibilité d'achat. On peut même, quand il ou elle essaye de chercher avec des mots-clés, on peut lui proposer des mots-clés avec ce qu'on appelle Einstein Type Ahead Search. Donc, il commence à écrire, on lui propose le mot complet. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que le client ait une expérience de shopping one-to-one. Il n'est pas une personne dans un groupe de personnes, il est vraiment une personne unique, exactement. D'autres nouveautés dans l'univers e-commerce, on doit parler de ce qu'on appelle Salesforce Fulfillment Network featuring FedEx. Il y a eu un partenariat entre FedEx, il y a plutôt un partenariat qui est en cours entre FedEx et Salesforce pour compléter le cycle e-commerce pour aller au-delà de la vente ou de l'achat en ligne plutôt, jusqu'à la livraison du produit. Donc, il y avait une petite partie de la supply chain qui manquait dans l'univers Salesforce, qui aujourd'hui va venir se compléter par ce partenariat avec FedEx pour faire en sorte que le client, après avoir effectué son achat, qu'il puisse suivre la commande de manière en real time, en temps réel, encore une fois, donc on revient sur le temps réel. En amont de l'achat aussi, nous avons des facilités dans la gestion de stock grâce à FedEx. Ces fonctionnalités ne sont pas tout de suite disponibles. Elles vont arriver dans un futur plus ou moins proche, notamment en spring 2022.
voilà, sur la partie e-commerce avec FedEx. Et puis, on ne peut que rementionner Salesforce CDP for Commerce. Donc, l'objectif ici, et on rappelle CDP, c'est Customer Data Platform, pardon. L'objectif, c'est d'utiliser les données que nous avons sur le comportement client et sur la manière dont il achète, dont il navigue sur une page web, dont il fait des recherches de produits, unifier ces données avec des données qui nous sont parvenues d'autres sources, marketing, vente traditionnelle, offline donc, et ainsi de suite, pour lui proposer la meilleure expérience client sur le site web avec la meilleure personnalisation de ce site pour ses besoins individuels. Bon, une partie bien copieuse. Il y a eu d'autres annonces, on a beaucoup parlé d'automatisation pendant ce Dreamforce. Titouillet, comment est-ce que justement on peut interpréter cette quasi-généralisation de l'automatisation dans pas mal finalement de produits Salesforce? Natacha, vous en avez mentionné quelques-uns avec Einstein. Comment est-ce qu'on interprète ça justement? Natacha l'a dit, pour que justement tout le monde qui utilise Salesforce puisse se concentrer sur leur vrai travail. Donc pour qu'un commercial puisse vendre mieux, pour qu'un marketeur puisse proposer les meilleures offres, il faut qu'il se concentre sur la vraie valeur qu'il va apporter. Et donc toutes les tâches, les petites tâches qu'il va devoir faire régulièrement, eh ben ça on va l'automatiser. Et ça du coup Salesforce, il le propose notamment avec sa brique Einstein Automate, où ils l'ont vraiment musclé avec 3 nouveaux produits cette année, avec notamment MuleSoft RPA, comme l'a dit Fabrice, Einstein Document Reader et Digital Process Automation. Avec MuleSoft RPA, comme l'a dit Fabrice, ça va vraiment compléter l'offre MuleSoft qui permettait de faire communiquer les applications entre elles, Salesforce avec le reste du SI. Et avec la RPA, en fait, la RPA, à quoi ça sert? Ça permet d'automatiser des tâches récurrentes, répétitives, et notamment, en fait, ça va recopier le comportement d'un utilisateur de manière automatique. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que dans les entreprises, on a de plus en plus des systèmes déconnectés. On va devoir travailler un moment sur un PDF, sur un fichier Excel, puis après, on va devoir ouvrir le Salesforce ou un ERP. Et du coup, à chaque fois, on est obligé des fois de recopier l'information. Et ça, MuleSoft, aujourd'hui, ne sait pas le faire. Donc, on complète MuleSoft avec MuleSoft RPA, où on va pouvoir recopier toutes ces données automatiquement dans Salesforce notamment. Juste pardon, Titouillet, pour être sûr de comprendre, c'est-à-dire que toutes ces données-là, alors c'est des données justement, comme vous le disiez, ça prend du temps, il faut les prendre en PDF, les copier sur un document, les copier, peut-être rentrer des valeurs, ainsi de suite. Ça, aujourd'hui, et grâce au RPA, toutes ces saisies, elles se font seules. C'est ça. En fait, on va le programmer en avance. On va dire, quand on a ce document, il va falloir prendre telle ou telle information de ce document et il va falloir le rentrer dans le CRM. Ça, avant, on avait besoin d'une personne qui le faisait. Aujourd'hui, on peut l'automatiser grâce à des bots qui vont reproduire toutes ces manipulations humaines dans le CRM. Et donc ça, la RPA le permet. Donc du coup, en cas d'usage qu'on a notamment, c'est par exemple tout ce qui est de la saisie de facture. On reçoit encore de la facture, par exemple par email. Et donc du coup, si on a besoin de la ressaisir pour pouvoir la contrôler et la traiter dans un outil, on va utiliser notamment la RPA. Et en complément de cette partie-là, donc la RPA, ça sert beaucoup pour tout ce qui est documents effectivement digitaux, mais on a encore du papier. On reçoit encore des factures papier. Et donc, encore recevoir pendant un moment, je pense. Oui. Et donc, du coup, aujourd'hui, la RPA n'y répond pas encore. Et donc, on a l'application Einstein Document Reader qui va s'appuyer sur la reconnaissance optique de caractères, qui va lire la facture papier, donc de la même manière que la RPA. Elle va lire le papier, elle va reconnaître les informations dont elle a besoin et elle va le recopier dans les systèmes. Donc on va automatiser toute cette saisie et permettre de contrôler et de traiter automatiquement dans le CRM. Donc du coup, on a de plus en plus effectivement d'outils d'automatisation pour toujours accompagner l'utilisateur et faire en sorte qu'il se concentre sur son métier. Est-ce qu'on retrouve, je crois qu'on retrouve d'ailleurs du Einstein, enfin du RPA dans les services cloud également.
en fait, ils ont réussi à le mettre. On peut l'appliquer, la RPA, on peut l'appliquer dans n'importe quel cloud, et donc notamment dans le service cloud. Ou dans le service cloud, la problématique des conseillers, c'est qu'ils ont souvent, par exemple, plusieurs systèmes où ils doivent aller chercher l'information à droite, à gauche. On peut faire communiquer les systèmes via MuleSoft, mais quand les systèmes ne peuvent pas communiquer parce qu'ils n'ont pas de système API pour pouvoir communiquer, on va pouvoir le compléter avec la RPA, où on va du coup, comme je l'ai dit, répéter les tâches répétitives du conseiller pour pouvoir le faire en sorte qu'il va se concentrer sur comment répondre aux besoins de mon client qui m'appelle. Donc vraiment sur la valeur. Il y avait également d'autres annonces sur Sales et Revenue Cloud. Ces deux thématiques, ces deux piliers, j'ai presque envie de dire, comprennent de nouvelles offres. De quoi s'agit-il? Tituyet et Natacha. Oui. Alors sur la partie Sales, donc qui est vraiment effectivement le cœur de Salesforce, cette année ils en ont proposé quand même pas mal, notamment la partie Subscription Management qui va sortir l'été prochain. Et donc en fait, aujourd'hui, tout le monde a un abonnement. On s'abonne pour du service, pour du divertissement. Et quand on voulait mettre en place ça dans Salesforce, aujourd'hui, c'était assez complexe. Et avec Subscription Management, on va vraiment donner la possibilité à nos clients de pouvoir contrôler, automatiser ces nouveaux processus de facturation, mais surtout de pouvoir ajuster ces facturations, notamment de prendre en compte des offres premium, de pouvoir facturer des prestations supplémentaires, et tout ça de manière simplifiée. Donc ça, c'est l'une des fonctionnalités qui va sortir l'été prochain. L'autre qui va aussi compléter, c'est ce qu'on appelle Revenue Intelligence, donc qui sort aussi l'été prochain. Ils sont partis, en fait, Salesforce est parti du fait que d'une étude de Gartner qui dit que d'ici 2025, la plupart des entreprises vont plutôt se concentrer sur le modèle RevOps. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va plutôt abandonner l'aide à la vente et on va se concentrer plutôt sur l'aide au revenu. Donc on va se concentrer sur quel est le revenu qu'on va engranger plutôt que sur ce qu'on va vendre, même si c'est très lié. Et comment on fait ça? On va mettre à disposition aux responsables des ventes un cockpit où ils vont pouvoir visualiser toutes leurs opportunités, jusque-là pas de changement. Et on va les aider à prédire, on va leur donner des prédictions, donc toujours encore du Einstein avec de l'automatisation. On va prédire les évolutions de revenus, donc avec un pourcentage de changements semaine par semaine. Et avec ça, les responsables des ventes vont pouvoir se concentrer et surtout identifier les opportunités sur lesquelles il y a un risque ou celles où il va falloir vraiment faire un effort et du coup se concentrer sur celles-là et donc du coup essayer de les transformer au plus vite. Natacha, quelle autre nouveauté dans les deux domaines que j'ai mentionnés plus tôt? Alors, je ne sais pas si je peux parler de nouveauté, mais plus de philosophie dans la manière dont on est en train de percevoir l'activité de vente aujourd'hui dans Salesforce. Donc, avec tout ce que Tituyet vient d'exposer et cette vue ou de cette perspective différente, on parle de revenus plutôt que de vente, donc comment maximiser le revenu. Aujourd'hui, l'une des problématiques qui peuvent être rencontrées dans l'univers de la vente, c'est qu'on a, pour rappel, la vente traditionnelle offline qui passe par un commercial, par un être humain, et puis on a la vente en ligne qui passe par un site web, et là on parle de e-commerce. Aujourd'hui, il est possible que dans certaines entreprises, il y ait des effets négatifs du e-commerce, dans le sens où les commerciaux peuvent se sentir remplacés quelque part, surtout quand on est dans un monde B2B où on parle d'opportunités quand même qui sont importantes. On ne parle pas d'achat de chaussures ou ce genre de choses, on parle de quelque chose de plus important. Et donc le commercial a un rôle qu'il a peur aujourd'hui, quelque part, entre guillemets, de perdre. Et d'autre part, on peut avoir une expérience client dégradée si le client se retrouve face à un écran, seul, et ne sait pas à qui poser une question ou comment s'adresser à un agent, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il y a un chatbot, etc. Donc aujourd'hui, on parle de hybrid sales dans l'univers Salesforce, et c'est l'idée sur laquelle on pourrait peut-être terminer cette section avec Tituyet, c'est que nous sommes en train de valoriser le rôle du commercial, on est en train de lui retirer les tâches qui peuvent être faites automatiquement ou par le client en autonomie sur un site internet, mais il faut quand même qu'on garde ce lien avec l'être humain à travers différentes fonctionnalités disponibles sur les sites e-commerce
pour faire en sorte que le client ait accès facilement au commercial et pour que ce commercial sache que son rôle n'est pas du tout dégradé, au contraire, il est valorisé. Et finalement, pour réussir à faire ça, il faut créer un partenariat avec les commerciaux au sein des entreprises. Donc, on revient sur le sujet de change. Il faut créer ce partenariat, leur faire comprendre les forces de ces différents outils, que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit de l'automation, etc., pour qu'ils comprennent que ces outils sont là pour les accompagner et pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations sur leurs clients, identifier les clients les plus importants et effectuer les actions les plus importantes avec ces clients et donc maximiser le revenu. Et en faisant ça, on aura associé le besoin du client, le besoin du commercial, de l'employé de manière plus générale et la stratégie de l'entreprise. Un beau tour de force. J'aimerais qu'on aborde une dernière... pas vraiment nouveauté en fait, parce qu'on a parlé déjà cet été, Salesforce Plus. C'est une plateforme qui a été effectivement annoncée pendant l'été. On va y trouver beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce que ça va apporter, encore une fois, Fabrice, à l'écosystème de Salesforce? Alors Salesforce Plus, on pourrait dire que c'est né de ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que sur cette session, pas forcément d'innovation de rupture, pas d'acquisition majeure, mais vous avez vu la complétude, en fait, le foisonnement d'innovation incrémentale basée sur l'enrichissement progressif de la plateforme. Ça devient une vraie jungle pour beaucoup de clients. Ça devient une nécessité pour beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés au sein des entreprises comme l'écosystème qui, lui, doit se former sur la chose. Et pour y voir plus clair, il faut bien un média. Donc, en fait, Salesforce appelle ça le Netflix du B2B. Salesforce a développé, je pense, à partir de ses propres dispositifs de e-learning interne, je pense que c'est né un petit peu de cette capacité à capitaliser sur l'investissement réalisé, a mis à disposition, ça commence, c'est le début, c'est 125 heures de formation déjà disponible sur l'ensemble des clouds, l'ensemble des verticaux, parce qu'on a évoqué, on a oublié peut-être d'évoquer ce point-là, c'est que Salesforce a une vraie grande stratégie autour de la verticalisation, les secteurs, en fait un Sales Cloud ou un Service Cloud ou les autres outils dédiés à une industrie en particulier, un secteur en particulier. D'accord, donc pour du retail, pour de l'industrie, pour des télécoms. Et pour ça, il faut que Salesforce puisse former les acteurs interne de l'entreprise, mais aussi de l'écosystème, sur l'usage de ces solutions, qu'est-ce qu'elles font, comment elles le font, qu'est-ce qu'on peut espérer là-dessus, comment fonctionnellement ça s'articule. Donc ça, c'est les aspects industrie. Et après, plus techniquement, on va aller dans un très grand niveau de profondeur sur le paramétrage de telle solution ou tel module. Ça, c'est la promesse de Salesforce Plus. Et donc, c'est quoi l'enjeu? En tout cas, pour la France, on parle d'un passage de mémoire de 48 000 emplois aujourd'hui sur l'écosystème à 210 000 à peu près. Ça va se faire de plein de façons. Ça va se faire par les instituts de formation comme le nôtre. Ça va se faire aussi et surtout par la démultiplication des petits pains ou des occasions de former des gens. Et donc, le support aujourd'hui, on vit la vidéo à la main, on apprend avec de la vidéo. Et naturellement, il pouvait difficilement contourner le fait de mettre en place un vrai dispositif sérieux là-dessus, qui est ouvert et que j'ai trouvé, parce que je l'ai découvert en même temps que tout le monde, extrêmement riche. Vous avez visionné déjà les vidéos? Oui. Vous avez regardé? Oui, c'est extrêmement riche. Vous avez une section en fait qui s'appelle Prime Time, qui va permettre de communiquer sur les dernières actus. Mais après, vous avez des sessions dédiées aux industries, comme je le disais, au cloud en particulier, avec une assez grande profondeur de contenu. Donc, j'invite tout le monde à découvrir cette plateforme. Ça va pouvoir aller permettre d'accélérer sur l'adoption d'une part et l'anticipation par rapport à une trajectoire, parce que chaque client, on parle beaucoup de multi-cloud, chaque client, effectivement, a commencé par un cloud, mais va continuer avec d'autres pour faire en sorte que sa trajectoire de transformation digitale puisse être appréhendée dans les meilleures conditions. Bon. Merci beaucoup Fabrice, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour ce généreux décryptage. J'espère que vous tous qui étiez derrière vos écrans et qui êtes derrière vos écrans, vous en profitez. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis peut-être à l'année prochaine, parce que je crois qu'il y aura aussi besoin d'un peu de traduction par rapport à tout ce qu'on va entendre. Merci à vous et excellente fin de journée.